Bonjour à tous et bienvenue sur l'espace conférence du Paris Coffee Show 2022. C'est notre dernière conférence, on arrive à la fin de ces 3 jours, mais je suis ravie de vous accueillir pour une conférence sur l'entrepreneuriat dans le café et plus particulièrement ouvrir son coffee shop ou sa torréfaction artisanale. Alors, je suis Marie-Hélène Kennedy, je suis consultante et formatrice en création d'entreprises dans le secteur du café de spécialité. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer ma deuxième table ronde sur l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, alors déjà, le but de cette table ronde, il faut vous le dire dès le départ, c'est de vous convaincre de rejoindre une filière dynamique à la pointe du progrès, qui se développe de façon durable et qui souhaite apporter le meilleur en termes de goût et de durabilité au consommateur final. Voilà, alors pour ceux qui ont des désirs de création, sachez que vous êtes au bon endroit. Vous êtes sur une filière qui est porteuse et qui, on va le voir, ouvre d'énormes possibilités. Ces conférences sont retransmises en live sur la page Facebook et le compte du collectif Café YouTube, la chaîne YouTube. Vous pourrez également les visionner a posteriori d'ici quelques jours en différé. Voilà. Alors pour ce faire, je me suis entourée de 4 intervenants, 2 experts dans leur domaine. Donc tout d'abord, je commencerai par Claude Abati, qui est fondatrice de l'agence Excel Act, qui est agent immobilier, spécialisée dans les commerces. Mais Claude, je l'ai invitée parce que quand on a préparé la table ronde, on va le voir, c'est une juriste qui est spécialisée dans le bail commercial, entre autres, et qui a le désir de transmettre à ses clients qui viennent la voir, en fait, tous les tenants et les aboutissants. Et je trouve que c'est une démarche totalement admirable pour un agent immobilier. On reviendra là-dessus si tu le veux bien, Claude. À la droite de Claude, à votre gauche, quand vous regardez la scène, c'est Emmanuel Verbaer, qui est courtière qui a fondé donc son agence Crédit Pro, qui est sur Paris, à Montparnasse, si je ne me trompe pas, et qui est spécialiste du courtage pro, donc c'est-à-dire pour les porteurs de projets. On va voir qu'il y a une dimension financière importante. Quand vous allez chercher de l'argent, vous pouvez aller vous adresser directement à un banquier, on va le voir, ou vous pouvez passer par un courtier pro, et on parlera de l'intérêt d'aller chercher des financements auprès d'un courtier. 2 entrepreneurs dans le café, entrepreneuses d'ailleurs, je ne devrais pas dire entrepreneurs. Table ronde totalement féminine, c'est un pur hasard. Et j'ai le plaisir d'accueillir Élise Dilly, qui a suivi son parcours entrepreneur dans les métiers du café auprès de monpetitbusiness.com, donc qui est les formations que l'on propose, et qui va nous faire partager sa récente expérience de créatrice de torréfaction, mais aussi, on va le voir, de patronne de coffee shop. Parce qu'au départ, on était parti sur de la torréfaction pure, et là, on est sur torréfaction plus coffee shop. Et enfin, Émilie, oui, parce qu'il fallait quand même un peu de sérieux dans cette table ronde côté entrepreneuriat. Émilie Gavanier, qui fait office, je dirais, de senior entrepreneuse, qui est dans le métier maintenant depuis plus de 10 ans, si je ne me trompe pas, qui a repris les cafés Di Costanzo. Émilie, qui est dans le sud-ouest et qui a donc créé une entreprise, qui a repris une entreprise de torréfaction artisanale avec son mari. Donc, du coup, on verra et on aura cette perspective et ce recul d'une entrepreneur qui est maintenant depuis 10 ans dans le café. Donc, voilà, pour ceux qui veulent se lancer, c'est toujours intéressant de voir le début et puis déjà au bout de 10 ans, alors sûrement pas la fin, mais déjà une certaine maturité financière et une viabilité qui n'est plus à démontrer. Alors cette table ronde, on va l'articuler autour de 3 axes.
Donc le premier axe, on va vous parler du parcours créateur. Et on va essayer de mettre, alors bien sûr en 1 heure, on ne va pas pouvoir tout vous dire. Voilà. Le but, c'est de vous donner des clés et de vous faire poser les bonnes questions. Et donc, on va vous expliquer ou on va donner des clés sur le parcours à mettre en place. À partir de maintenant, vous ayez une envie, on va dire à ce stade, ça doit être une envie, une idée. Et ben, on va regarder qu'est-ce qu'il faut faire après, comment il faut le faire. La deuxième partie, on parlera plutôt justement avec Claude de la recherche d'un lieu. Parce que c'est vrai que souvent, on a les porteurs de projets qui arrivent et ils nous disent « Ah, ça y est, j'ai trouvé mon lieu, mais maintenant, il va falloir que je me forme et il va falloir que je trouve des sous. » Alors, on va voir que la recherche du lieu, elle ne vient pas tout de suite. Et donc, on va vous expliquer pourquoi, dans le parcours création, la recherche d'un lieu, elle intervient bien plus tard. Et enfin, on parlera aussi financement pour se faire aider dans son projet, parce que dans un projet de création d'entreprise, le porteur de projet, il a quand même ça bien en tête, c'est qu'il se dit, il faut que je trouve mon lieu et il faut que je trouve des sous pour me lancer. Donc, c'est vraiment les clés. Et je demanderai à nos 2 entrepreneuses de nous faire partager leur expérience sur ces sujets-là, en nous disant, et vous, comment elles ont fait, elles, pour trouver. Alors, je vais commencer par le parcours du créateur d'entreprise. Et peut-être la première question que je vais poser à Émilie, c'est est-ce qu'il faut se lancer seul ou à plusieurs? Première question. Et est-ce qu'il faut créer ou reprendre? Alors, il y a 2 questions très différentes, mais tu commences par celle que tu souhaites. Alors, créer ou reprendre, donc, pour ma part, donc, nous, on a repris une entreprise il y a maintenant 15 ans. Donc déjà, pour reprendre une entreprise, il faut déjà chercher s'il y a une entreprise dans une zone géographique qui est à vendre. Et je pense que oui, c'est mieux et plus simple de reprendre plutôt que de créer, parce que finalement, on part d'une base, d'une clientèle. Alors bien qu'il y ait peut-être l'image de marque du prédécesseur qui soit présente, mais il y a aussi les clients qui a priori aiment le café puisqu'ils en achètent, puisqu'il y a un chiffre d'affaires. Donc ça permet d'assurer d'aller plus vite et de gagner du temps. Donc ça, c'est pour la question pour reprendre. En tout cas, moi, je pense que c'est plus simple au niveau financier, en tout cas, plus rapide. Et avec reprendre seul ou en association, ça, je pense que c'est pas une question. On peut répondre. Il faut quand même que les 2 personnes soient sur la même longueur d'onde de motivation, d'implication. Et ça, c'est pas si facile que ça de mesurer tant qu'on n'est pas sur le terrain. Moi, j'ai repris avec mon mari. Il y avait besoin de 2 personnes puisqu'on a repris, on était 2. Mais donc, on était ensemble a priori, mariés. Mais c'est vrai que tu es toujours mariée, rassure-nous. Oui, on est toujours mariés. Ça fait 20 ans. Donc là, ça va. On a 3 enfants. Donc c'est quelque chose de... Moi, j'ai déjà vu beaucoup d'associations où ça ne se passait pas forcément positivement, parce que c'est ça qu'il faut arriver à mesurer, que les 2 ont bien compris qu'est-ce que c'était que se retrousser les manches quand il y a un petit problème. Et il y a des aléas. Alors, on va revenir sur créer ou reprendre. Toi, quand vous avez eu l'idée avec ton mari, vous aviez déjà la région et le type de reprise que vous vouliez faire, c'est-à-dire vous étiez déjà sur, alors on appelle ça souvent brûlerie de café ou torréfaction. Ça dépend des régions, ça dépend de l'ancienneté des maisons. Mais vous étiez donc fixé à la fois sur la région et sur le type de business. C'est le café qui vous a attiré ou c'est entreprendre qui vous a attiré? Alors, moi, j'aimais pas le café. Et j'aime le café maintenant, donc je suis curator. Ouais. Donc, passionnée du café, mais non, nous, on a cherché une entreprise à reprendre dans le sud de la France avec l'argent qu'on avait.
Donc pas dans le café? Pas dans le café, dans l'agroalimentaire. Après, on a une formation agricole. Donc on cherchait quand même dans un produit de qualité, mais non, pas dans le café. Voilà, c'est intéressant parce qu'on voit que dans notre parcours, nous, formation, quand on vous accompagne, c'est une des premières questions qu'on vous fait, sur laquelle on vous fait réfléchir. Et on va vous dire, mais en fait, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui? C'est entreprendre ou être torréfacteur? C'est entreprendre ou être barista? Parce que c'est deux métiers que vous allez découvrir, pour ceux qui ne viennent pas du milieu de la restauration ni du café. Mais si vous étiez jusqu'à présent salarié, vous allez voir que devenir entrepreneur, c'est passer du mode salarié au mode patron, c'est différent. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va vous faire réfléchir, parce que je pense que ce qui est intéressant dans la réponse à cette question, alors que vous n'aurez peut-être pas tout de suite, mais on vous dit, bah, si c'est être barista, si c'est le café, bah, allez déjà travailler chez un torréfacteur ou allez travailler chez un coffee shop. Allez travailler, je vous rappelle qu'aujourd'hui, la restauration, il manque du personnel partout. Donc, allez vous créer votre propre expérience avant de créer vous-même. Voilà, donc ça, c'est une chose sur laquelle on peut peut-être réfléchir. Se lancer seul ou à plusieurs, son mari, est-ce que ça a été, est-ce qu'il y a des précautions à prendre ou des choses, alors avec son conjoint ou quelqu'un peut-être de sa famille, je dirais plus largement, ou encore un ami, est-ce qu'il y aurait des précautions à prendre sur ce point-là avant de se lancer? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil sur une association, je dirais, au départ, qui est issue de la famille ou de l'amitié? Je pense que la reprise, la création, c'est une question de motivation, d'envie. Il faut foncer, il faut de l'énergie. Et c'est pas qu'il ne faut pas se poser de questions, il faut se poser beaucoup de questions. Mais après, il y a toujours des petits points d'interrogation et il faut toujours rester motivé. Je pense que nous, l'association, pour le coup, elle est toujours bénéfique, puisqu'il y a, ça crée un équilibre. Il y a forcément un porteur, un fonceur et quelqu'un qui réfléchit plus. Il y en a un qui calcule, il y en a un qui gère, il y en a un qui va tirer les projets. Ça crée un équilibre, parce que forcément, on est deux avec des rôles quand même bien répartis, quoi. D'accord, alors peut-être réfléchir aux compétences de chacun et peut-être se répartir les rôles, ou en tous les cas se dire, bah toi, c'est quoi ta motivation, c'est quoi ton envie, tu vas t'occuper de quoi, et moi je m'occupe de ça. Peut-être déjà travailler sur les compétences de chacun. Oui, c'est ça, c'est les valeurs ajoutées de chacun. Chacun a des valeurs ajoutées. Il y en a un qui va être plus sur la technique, la torréfaction. Voilà, c'est le cas de mon mari, plus sur l'organisation, la production, la gestion. Et moi, j'étais plus sur le projet, le commerce, la dégustation, la création. D'accord, merci. Donc moi, je retiens déjà se poser la question des compétences. C'est quelque chose qu'on fait travailler aussi à un moment donné, très en amont des projets. C'est quelles sont vos compétences, parce que vous avez tous des compétences, et quelles sont les compétences qu'il va falloir acquérir ou aller chercher dans l'association. Donc ça, c'est intéressant. Élise, toi, tu as décidé d'entreprendre seule, il me semble. Alors pourquoi et qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors oui, moi j'ai décidé de me lancer seule parce que je pense déjà la première chose avant de se lancer, c'est de se connaître un minimum. Et moi, une de mes particularités, c'est que je suis très fonceuse et assez solitaire. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je vais réussir à trouver quelqu'un qui va être capable de foncer dans le tas comme moi et qui ait aussi des compétences complémentaires? Parce que comme tu disais, c'est hyper important. Si c'est pour avoir quelqu'un qui fait les mêmes choses que moi, qu'on se marche un peu dessus, il n'y a pas d'intérêt. Donc je me suis dit, je vais foncer toute seule et puis on verra. Après, avec le recul, je ne conseille pas forcément de faire ça. Parce que clairement, 2 cerveaux, c'est toujours mieux qu'un. 4 bras, c'est mieux que 2. 4 jambes, c'est mieux que 2 aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut peser le pour et le contre, se connaître bien aussi.
même si aujourd'hui je ne conseillerais pas forcément de faire comme moi, je continue de penser que vis-à-vis de ma personnalité, c'était ce qui était le plus adapté et je ne regrette pas non plus mon choix maintenant. Alors, est-ce que tu es peut-être d'accord avec l'adage seul on va plus vite et à deux on va plus loin? Complètement, parce que je le vérifie tous les jours. Dès que j'ai une idée, je la mets en place 2 secondes après. Mais par contre, ça va beaucoup moins loin. Et alors que si on était plusieurs, peut-être qu'on challengerait mon idée, qu'on me dirait non, attends, là, elle n'est pas dingue ton idée. Et du coup, je dirais bon, ok, on attend 2-3 jours pour la peaufiner, mais que du coup, on arrivera à aller un petit peu plus loin, quoi. Donc oui, complètement. Alors, on va revenir sur le parcours, merci, de création. Donc, toi, en fait, qu'est-ce que tu as eu comme idée au départ et qu'est-ce que tu as mis en place? Comment tu t'es lancé? Ça a été quoi ton idée et comment tu t'es lancé? Qu'est-ce que tu as mis en place comme parcours? Alors moi, la particularité de mon projet, c'est on peut vraiment le découper en toutes petites étapes. Donc, ce qui a du bon aussi, parce que ça permet d'étaler un peu les risques dans le temps et aussi l'importance de ces risques. Moi, mon idée de départ, c'était de me lancer dans le café, ça c'était sûr, dans le café de spécialité en particulier. Au tout début, je voulais ouvrir un coffee truck, pardon. Donc mes 2 cafés de spécialité. Donc la première chose que j'ai faite pour combler mon manque de compétences et de connaissances dans le secteur, parce que j'étais complètement nouvelle, c'est une reconversion. Avant, je faisais du marketing digital, donc rien à voir. Je suis allée frapper à toutes les portes. J'ai envoyé des messages sur Instagram, j'ai envoyé des emails, j'ai téléphoné, je suis allée voir des torréfacteurs. Et je leur ai posé toutes les questions que j'avais à leur poser. Je leur ai, un peu avec la naïveté du début, je pense, du coup, j'ai vraiment dit tout ce que j'avais à dire. On m'a répondu, d'autres m'ont pas répondu, ce qui est normal maintenant, avec le recul, maintenant que je sais qui sont ces gens, je me dis c'est normal qu'ils m'aient pas répondu. Mais j'ai eu 2 personnes qui m'ont beaucoup accompagnée au tout départ, qui est Olivier de l'atelier de torréfaction à Bastille et François de Omnino, qui ont été vraiment très importants pour moi au départ, parce que c'est eux 2, sans se connaître, qui m'ont dit la même chose. C'était en janvier 2020. Attention, ouvrir un lieu, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Tu connais rien à la restauration, tu connais rien au café. Par contre, tu as des compétences en marketing et en communication. Commence peut-être par créer une marque de café. 2 mois après, on était en confinement, donc je pense que c'était le meilleur conseil qu'on pouvait me donner. Et du coup, moi, ça m'a permis de peaufiner mon projet dans ce sens-là et de me tourner, du coup, dans un premier temps, plus vers la torréfaction artisanale. En me formant du coup, parce qu'encore une fois, il fallait que je gagne en compétences, mais aussi du coup en légitimité dans le secteur. Et c'est là que du coup, je me suis rapprochée de la caféothèque et de mon petit business pour suivre la formation qui est éligible CPF, très important quand on est salarié et qu'on veut se former, qui est entreprendre dans les métiers du café. Donc c'était vraiment une formation complète, à la fois sur le côté entrepreneur et les métiers du café que je ne connaissais absolument pas, quoi. Et alors, suite à cette formation, qu'est-ce que tu as fait? L'étape d'après, ça a été quoi? Alors, l'étape d'après, ça s'est super bien enchaîné parce que j'ai eu la connaissance d'un site internet qui s'appelle Co-Roasting et qui met en fait en lien des torréfacteurs, donc qui ont une machine, et des porteurs de projets comme moi à l'époque pour faire de la torréfaction collaborative. Et du coup, ils étaient en train de se lancer à ce moment-là, donc ça tombait parfaitement pour moi. Donc j'ai commencé comme ça à torréfier via cette plateforme. Et sauf que très vite, je me suis rendu compte que le métier de torréfacteur, c'était un métier très complexe, très complexe. Et que c'était un petit peu prétentieux de ma part de me dire j'arrive et je vais faire ça, et moi aussi je vais proposer du bon café. Donc du coup, je me suis rapidement tournée vers une torréfactrice renommée et de talent, Juliette Champenois, avec qui je travaille aujourd'hui et qui torréfie du coup mon café. Voilà, alors on voit en fait dans le parcours créateur que finalement on part d'une idée et puis petit à petit on va évoluer au fil de nos rencontres, au fil de des hommes et des femmes que tu as rencontrés, et surtout peut-être ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut s'adapter, hein. Émilie, peut-être toi, est-ce que tu peux nous donner un exemple où vous étiez parti sur une dynamique ou une idée et sur laquelle, sur le parcours, à un moment donné, vous vous êtes dit non, ça ne va pas être possible, que ce soit en termes de canaux de distribution, de clientèle, je ne sais pas. Est-ce que tu aurais un exemple à donner comme ça de la nécessité de s'adapter en tant que créateur ?
Ben, déjà, il y a 15 ans, quand on a fait notre business plan, on pensait développer de l'épicerie beaucoup et de la GMS, puisqu'on connaissait un petit peu. Et finalement, on s'est vite cassé le nez et cassé les dents plutôt. Et on est parti dans les cafés. Enfin, on est allé prospecter les cafés, hôtels et restaurants parce que c'était plus intéressant d'aller parler de notre produit là-dessus que qu'en épicerie ou en grande surface où on parle quand même moins de produits. Donc c'est pour dire que même si c'était ce qu'on était censé, l'axe de progression, ben en fait on n'a pas du tout suivi la ligne imaginée. Après, des histoires comme ça, c'est un peu tous les jours qu'on s'adapte en fait à la réalité. Alors, je pense que c'est important de comprendre que quand on a un projet, quel qu'il soit d'entrepreneuriat, c'est qu'on arrive toujours avec cette idée qu'on a, je veux ouvrir. Alors, souvent, d'ailleurs, on dit aux porteurs de projets, il faut d'abord viser la lune. Hein. Il faut vous faire plaisir au départ. Il faut vraiment vous dire, OK, moi, j'ai envie de faire ça. Et sur le papier, en tous les cas, je vais tout poser pour faire ça. Et au fur et à mesure des mois qui vont passer, des semaines, vous allez voir, ça prend du temps. Vous allez évoluer. Et c'est au fil des rencontres déjà que vous allez arriver à peaufiner votre projet. Entre le moment où, Élise, tu as eu l'idée de te lancer et le moment... Bon, alors il y a eu le Covid. C'est un peu, entre guillemets, un mauvais exemple. Mais disons que tu as mis combien de temps, toi, concrètement, le jour où tu as vendu ton premier sac de café torréfié et le moment où tu avais eu l'idée, il s'est passé combien de temps? Bah, en fait, non, le Covid, ça a été très bénéfique pour moi à ce moment-là, parce qu'en fait, ça m'a permis d'être au chômage partiel, donc d'avoir beaucoup de temps pour réfléchir à mon projet. Donc en fait, fin 2019, je savais que je voulais me lancer dans le café de spécialité. J'ai fait mon premier atelier de torréfaction artisanale, justement à l'atelier de torréfaction à Bastille, en janvier, il me semble. Et en mars, du coup, confinement, j'ai travaillé sur ma marque, l'histoire que je voulais raconter, pourquoi, etc. J'ai fait un plan d'action pour la sortie du confinement aussi. Donc comme ça m'a permis d'enchaîner sur la formation tout de suite derrière. J'ai déposé ma marque en juillet, j'ai torréfié avec co-roasting en août. Et en septembre, je vendais mes premiers sachets en boulangerie un petit peu, en ligne. Et puis après, ça s'est développé. J'ai fait un peu d'événementiel, j'ai travaillé avec des entreprises, j'ai vendu sur le marché. Enfin, c'était vraiment étape par étape, jusqu'à après la dernière étape en janvier dernier, l'ouverture du coffee shop. D'accord. Donc en fait, on voit que même en allant, enfin grâce au Covid où tu es allé très vite, il s'est quand même écoulé 5-6 mois déjà. Oui, 6 mois à peu près. Voilà, sans local. Et on va le voir. Et même question pour la reprise, ça a été un parcours entre le moment, on va dire, où vous avez ciblé Café di Costanzo et le moment où ça a été à vous et que vous avez repris. Pour donner une idée, c'est combien de mois? C'est forcément plusieurs mois. Hein. C'est j'allais dire que c'est un minimum de 6 mois entre le temps de prendre le premier rendez-vous avec le repreneur, négocier, fixer un prix. Il y a des allers-retours. Après, il faut aller faire un prévisionnel, consulter la banque, avoir l'accord, signer le compromis. Après, il faut que les fonds se débloquent. Il se passe beaucoup de choses. Après, il y a la vie d'avant. Donc, forcément, on avait aussi une vie avant. Donc, il faut aussi changer de vie. C'est aussi quelque chose, d'activité professionnelle. Un peu plus que 6 mois. Ouais, là, 6 mois, c'est un minimum. C'est sûr que c'est forcément du moyen terme, quoi. Ouais. Alors du coup, Claude, je vais te demander, toi, quand tu récupères des porteurs de projets qui viennent et qui te disent, voilà, je cherche un local pour ouvrir une torréfaction ou un coffee shop, qu'est-ce que tu attends d'eux et qu'est-ce que tu leur dis là, au premier rendez-vous? Alors effectivement, quand ils nous appellent, parce que souvent les premiers contacts sont par téléphone, on essaie d'avoir une idée du projet, donc pour savoir où ils en sont et à quelle étape ils sont.
Parce que c'est vrai qu'il y en a, comme on disait tout à l'heure, qui mettent la charrue avant les bœufs. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est bien voir où ils en sont avec leur projet. Est-ce qu'ils ont bien identifié leurs besoins? Est-ce qu'ils ont une idée d'un peu du cahier des charges de ce qu'ils recherchent avant d'aller plus loin? Ça, je vais dire que c'est un préalable, c'est aussi pour eux, parce que parfois, ils ont envie d'aller trop vite. Donc nous, on verrouille au sein de l'agence qu'ils ont bien travaillé leur projet, qu'ils ont réfléchi à ce qu'ils ont envie de faire pour vérifier qu'ils ont aussi travaillé leur clientèle, à qui ils s'adressent, parce que tous ces éléments-là vont nous permettre d'affiner la recherche et de les orienter vers le bien le plus approprié à leur projet. Donc en fait, nous, on traduit ça en quel est votre concept, hein, quand vous allez voir un agent immobilier, vous allez voir que dans le parcours formateur, un des moyens de ne pas trouver un local, c'est d'aller voir un agent immobilier et de lui dire « Je cherche un local pour ouvrir un coffee shop ». Et c'est tout. Et il va commencer à vous poser des questions. Et comme dit Claude, il va falloir vraiment, la première personne que vous allez devoir convaincre de la crédibilité de votre projet, ça va être l'agent immobilier ou le propriétaire des murs, si vous êtes en contact direct avec le propriétaire des murs ou en contact direct avec le commerçant qui cède son droit au bail ou son fonds de commerce. On reviendra sur les droits d'entrée parce qu'on ne va pas commencer à embrouiller là-dessus. Mais je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que contrairement à l'envie que vous avez, la recherche du local, il faut déjà avoir bien ciblé son concept. Qu'est-ce que vous voulez faire? Avec qui? Comment vous allez être organisé? Est-ce que vous allez faire de la cuisine? Pas de la cuisine? À quel type de clientèle vous allez vous adresser? Est-ce que vous allez faire du service en table? Est-ce que vous allez faire du click and connect? Vous allez travailler avec des plateformes? Vous voyez, tout ce type de questions, quand vous allez avoir un entretien avec l'agent immobilier ou la personne qui potentiellement peut mettre un local à votre disposition, il va falloir que vous soyez capable de lui expliquer tout ça. Alors, après, l'étape d'après, ça va être quoi? Qu'est-ce qu'on va dire au porteur de projet? Est-ce qu'il a besoin déjà, par exemple, de connaître sa surface, le loyer qu'il peut mettre, le prix concrètement? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a réfléchi à son concept, et c'est vrai que Émilie et Lise en ont parlé, c'est est-ce que je vais faire de la torréfaction ou pas? Parce qu'un local où on fait de la torréfaction, c'est pas un local où on fait juste du coffee shop. Donc les aménagements sont pas les mêmes et de facto les prix sont pas les mêmes. Donc ça veut dire qu'on mène notre réflexion, enfin le porteur de projet mène sa réflexion sur l'activité précise qu'il veut mener, s'il fait de la torréfaction ou pas, s'il fait les deux, et on ne va pas s'orienter vers le même type de locaux. Forcément, on va s'adapter. Alors du coup, Claude, toujours, ou plutôt, tiens, Élise, toi, comment tu as fait pour trouver un local? Comment ça s'est passé, toi, ta recherche de local? Tu es passé par un agent immobilier? Comment tu as trouvé quand tu as ouvert ton coffee shop? Alors, encore une fois, je pense que j'ai eu de la chance parce qu'au moment où je me suis dit j'ai envie d'ouvrir un coffee shop, ça y est, je me sens prête, j'ai reçu une annonce de la Caféothèque, d'un studio de yoga et pilates qui en fait souhaitait mettre en location le rez-de-chaussée de leur espace qui était déjà aménagé pour que ce soit un coffee shop. Donc en fait, j'ai même pas eu à passer par l'étape agent immobilier, ce qui du coup m'a permis de me lancer rapidement sans aller voir des banques. Et justement de tester en grandeur nature mon projet avant de potentiellement après passer à l'étape justement avoir mon propre local, un financement, etc. Oui, parce qu'on va voir que dans la recherche du local, il va falloir bien intégrer qu'on peut avoir non seulement, on aura toujours un loyer à payer, hein, souvent vous allez voir qu'on vous parle acheter un fonds de commerce. En fait, vous achetez rien du tout, hein. Vous achetez le droit de rentrer dans le local et de payer votre loyer. Donc ça, il faut déjà le comprendre.
Donc, il y a déjà sa première étape, c'est de comprendre qu'on va payer un loyer et qu'en plus du loyer à payer, ben, il va peut-être falloir, il y a une forte probabilité qu'il va falloir payer un droit d'entrée. Alors Claude, qu'est-ce que tu peux essayer de nous expliquer rapidement, enfin rapidement non, prends ton temps, mais je dirais plus pédagogiquement possible ce à quoi le porteur de projet va se retrouver confronté quand il cherche un local. Alors c'est vrai que quand on lit une annonce immobilière, quand on recherche un local commercial, ça peut sembler un peu confus parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Parfois, on a l'impression qu'on achète les murs alors que pas du tout. On achète juste un fonds de commerce. Et c'est là aussi le piège à éviter. Donc, si je suis pédagogique, je vais être basique. On va prendre un cas de figure très simple. Vous trouvez un local commercial qui est vacant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de locataire dedans, et vous vous dites, tiens, cet emplacement est idéal pour ouvrir mon coffee shop, par exemple. Et donc, vous allez avoir les coordonnées soit d'une agence, soit du propriétaire en direct. Vous vous mettez en relation avec lui. Il va vous faire signer un bail commercial en direct. Et en fonction de cet emplacement, il peut vous demander un droit d'entrée. Donc, il va vous demander une certaine somme d'argent le jour où vous allez signer votre bail commercial pour vous donner le droit d'accès à son local et la signature de ce bail commercial. Ça, on va dire que c'est le cas de quelqu'un qui démarre son activité et qui trouve le local par lui-même ou par une agence. Après, vous avez deux autres cas de figure. Vous pouvez très bien trouver une personne qui a déjà un coffee shop ou une activité coffee shop torréfaction et cette personne décide d'arrêter son activité. Vous décidez donc de vous mettre en relation avec cette personne, vous allez racheter son fonds de commerce. J'entends par là que vous allez racheter une activité qui est déjà en fonctionnement et c'est ce que disait Émilie tout à l'heure. L'avantage, c'est que vous avez déjà une clientèle en place dans ce local, donc ça vous coûte un petit peu plus cher, mais l'avantage, c'est que vous démarrez tout de suite et pour obtenir un financement, quand vous avez une activité avec un chiffre d'affaires qui est déjà généré, c'est moins risqué que de démarrer votre activité à zéro. Vous avez votre local commercial, vous avez vos clés, vous devez tout créer. Donc la cession du fonds de commerce, c'est certainement plus confortable. C'est un autre coût, mais pourquoi pas, en tout cas pour démarrer une activité, vous pouvez très bien racheter un fonds de commerce. Et le prix, il est déterminé en fonction du chiffre d'affaires qui sera généré par ce coffee shop, par exemple. Donc ça, c'est le rachat d'un fonds de commerce. Et puis, vous avez une autre possibilité, vous avez certainement dû le voir dans les annonces immobilières, c'est le rachat d'un droit au bail. Et là, vous allez aussi vous dire, mais je ne sais pas, racheter un droit au bail d'un local où il y avait une activité de fleuriste, par exemple, ce que vous allez racheter là, c'est le droit d'occuper le local pour exercer une activité de coffee shop. Donc, un droit au bail, vous ne rachetez pas la clientèle de celui qui exploite son activité, puisque si c'est un fleuriste, vous faites du café, c'est pas du tout la même activité. Mais ce que vous rachetez, c'est l'emplacement. C'est que là, vous vous dites, cet emplacement, il serait idéal pour que je puisse intégrer mon coffee shop. Donc, vous rentrez dans une démarche avec le propriétaire, en tout cas l'exploitant, pour racheter son droit au bail. Et avec l'accord du propriétaire, vous pourrez, s'il en est d'accord, installer votre activité de coffee shop et éventuellement, et sûrement, vous aurez des négociations juridiques à mener puisque vous changez la destination du local et le prix sera certainement pas le même. Donc voilà, vous avez ces trois possibilités. Il y en a d'autres pour acheter, s'installer dans un emplacement, mais on va dire que les plus courants, c'est ça. C'est une location pure, un rachat de fonds de commerce ou un rachat d'un droit au bail. Absolument. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous voyez que quand vous allez être en position de vous dire, bah, tiens, je veux m'installer dans un lieu physique, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, on l'a vu, puisqu'Élise, elle vous a expliqué. Moi, je suis partie sur une torréfaction où je torréfiais dans un endroit et j'ai créé ma marque en digital. Donc ça, on voit bien que c'est une option, première option. Mais la deuxième option qui est je vais prendre un local, et ben là vous voyez bien la complexité le fait même d'énoncer que vous avez besoin d'un local physique
la complexité des choix qui vont s'offrir à vous. Alors, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que non seulement on va vous proposer un fonds de commerce, un droit au bail, une location pure, un pas de porte, etc. Mais en plus, il va falloir vous préoccuper. On ne rentrera pas trop dans le détail aujourd'hui, mais de ce qu'on appelle la réglementation obligatoire sur un local. Et aujourd'hui, vous savez que les locaux doivent être accessibles aux personnes handicapées, ce qu'on appelle les personnes à mobilité réduite. Et là, vous avez des réglementations également en tout ce qui concerne accessibilité et sécurité incendie. Donc, vous voyez que ce n'est pas si simple que ça de se dire « je veux trouver un local ». Également, une des questions à se poser dans la torréfaction et dans le coffee shop, c'est l'extraction. Et pour la partie coffee shop, l'extraction, il va falloir vous poser comme question quel type de cuisine vous voulez vendre à vos clients pour savoir comment en cuisine vous allez produire et est-ce que vous avez besoin ou pas d'une extraction. Pour la partie torréfaction, c'est un gros sujet, je crois, de trouver un local. En tous les cas, ça l'est sur Paris. Et j'ai cru comprendre qu'en province, pour les porteurs de projets qu'on avait en province, c'est pas si simple que ça de trouver un local où on peut installer une torréfaction, si elle n'existe pas avant. Mais c'est le problème des extractions, c'est que en fonction du bail ou de l'endroit où on va louer, le propriétaire ne souhaite pas forcément qu'il y ait des extractions. Alors soit c'est cuisine, mais nous torréfaction c'est fumée. Donc il faut valider avec le propriétaire que c'est possible et forcément ça verrouille, ça bloque sur un certain nombre d'emplacements. Donc après, c'est un choix, ça devient un peu plus difficile de trouver un local pour pouvoir installer à la torréfaction, mais après, ça se fait, il faut juste chercher quoi. Alors à Paris, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, on a une question sur le local, tout de suite. On y va. Je peux avoir un micro, s'il te plaît ? Présenter, si vous voulez vous présenter. Oui, vous m'entendez? Oui. Voilà, je posais juste une petite question juste par rapport à ce que vous avez dit. Je ne sais pas si j'avais le droit de lever la main, mais voilà. Mais vous avez le droit, aucun problème. Par rapport au local, quand vous dites que le problème, c'est trouver l'extraction, est-ce que l'extraction fumée, alors moi j'y connais rien, mais est-ce que l'extraction fumée, c'est la même chose que l'extraction cuisine? Si on trouve un local commercial où par exemple c'est possible de faire un métier de bouche avec une extraction de cuisine, est-ce que ça pose un problème ou il faut vraiment trouver quelque chose où c'est vraiment plus simple de trouver quelque chose où il y avait déjà une torréfaction avant? S'il y avait une cuisine avant, est-ce que ça marche aussi? Vous voulez que je réponde? Alors en fait, c'est vrai que cette notion d'extraction, elle est vraie et principalement pour les restaurateurs. Donc quand vous avez une activité de restauration, en règle générale, il y a ce qu'on appelle petite restauration et vous ne faites pas de friture et vous ne générez pas de nuisances olfactives. Donc là, vous êtes dans la petite restauration, mais à partir du moment où vous avez des fumées et ça génère des nuisances, vous êtes obligé d'avoir une extraction. Donc, autorisation du bailleur, mais surtout, et vous l'avez évoqué, règlement de copropriété. Est-ce que la copropriété vous autorise à exercer cette activité? Vous ne faites rien si vous n'avez pas un accord écrit, pas un accord verbal du propriétaire qui vous dit oui, un écrit. Idéalement, vous passez en assemblée générale pour faire valider votre activité. C'est long, mais au moins vous êtes sécurisé parce qu'à partir du moment où vous allez faire des investissements, une fois que c'est fait, c'est fait. Après, il y a des jurisprudences de personnes qui s'installent dans des locaux avec l'accord du bailleur. Le bailleur a une obligation de délivrance par rapport aux locaux, mais s'il ne fait pas le nécessaire et s'il n'a pas vérifié en amont, vous pouvez vous retrouver en contentieux avec la copropriété. Donc c'est quand même, ce sont des sujets qui sont quand même importants. C'est vrai qu'à Paris, les locaux, ils sont rares, donc ils sont chers. Donc, à partir du moment où vous cherchez un local pour faire de la torréfaction, vous aurez besoin d'une extraction pour faire cette activité. Il faut quand même être assez sécure sur le local, l'extraction, le conduit de fumée et verrouiller juridiquement que vous avez la possibilité d'exercer cette activité-là. Je ne sais pas si, Émilie, tu voulais rajouter quelque chose? Non? Nous, on a ouvert une boutique à Toulouse. Et c'est vrai que
on savait que c'était plus vendeur hein, d'avoir le torréfacteur. Bon, après, il y a deux raisons. On ne l'a pas fait. On a fait juste boutique. Donc, on vend du café. Et parce qu'il y avait l'extraction, mais c'est aussi un double investissement hein, d'avoir deux torréfacteurs. Et pas que. Il faut aussi que le torréfacteur, l'homme qui torréfie ou la femme qui torréfie, vienne torréfier sur place. Donc, ça fait une logistique qui n'est pas du tout la même. Donc après, c'est des choix marketing, mais à un moment, voilà, il faut que ce soit raisonné, raisonnable, rentable. C'est toujours pareil. Alors, ce qu'on peut dire sur l'extraction aussi, c'est que vous voyez qu'il y a une complexité sur le type d'extraction que vous voulez. C'est ce que vous nous avez posé comme question. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir les mêmes contraintes sur une cuisine avec ce qu'on appelle une extraction pro, avec un certain diamètre pour pouvoir avoir une extraction importante. D'ailleurs, ça a des conséquences, je le dis parce que je vois qu'on a le plaisir d'avoir un assureur parmi nous qui est spécialisé dans la restauration. Et ça joue aussi sur votre prix d'assurance. C'est-à-dire que plus vous allez avoir des risques de feu, plus votre assureur va devoir tenir compte de tout ça. Donc, vous voyez bien qu'il faut bien se faire accompagner sur ces parties-là, qui sont des parties extrêmement précises. Moi, j'ai récupéré des clients qui parfois me disaient « je viens de signer un bail commercial, il n'y a pas d'extraction et je veux faire de la torréfaction ». Bah, non, c'est pas possible, vous pouvez pas. Donc, surtout, retenez qu'on est sur des sujets quand même où c'est pas compliqué, mais il faut se renseigner. Il faut prendre le temps, il faut y aller progressivement, il faut analyser qui doit donner l'autorisation, qui a la responsabilité et non pas... Vous verrez parfois, comme l'a dit Claude, elle vous l'a bien dit, c'est pas le propriétaire des murs qui vous dit installer une extraction, c'est la copropriété. Donc, des fois, vous allez avoir des propriétaires de locaux, ils vont vous dire « Oh, il n'y a pas d'extraction, vous inquiétez pas, moi je suis d'accord, je vous donne l'autorisation ». C'est pas comme ça que ça marche, c'est l'Assemblée générale des copropriétaires, vous voyez. Donc, d'où la nécessité de vous faire accompagner. Alors, le local, c'est un gros sujet, c'est vraiment une des choses importantes à maîtriser en amont avant de se lancer. Mais je pense qu'il y a aussi une question de crédibilité du projet, Claude. Comment, toi, parce que j'imagine que tu as des locaux que des propriétaires te donnent à louer, et à un moment donné, ou des fonds de commerce à vendre, qu'est-ce qui fait que tu vas présenter un porteur de projet au propriétaire et tu vas lui dire c'est celui-là, c'est le bon. En quoi le projet va être crédible pour toi? C'est quoi tes indicateurs? C'est la maturité du projet. En fait, j'ai des questions types que je pose au porteur du projet. Je regarde où il en est. S'il est capable de me répondre à des questions comme quelle est votre clientèle, où est-ce que vous voulez vous installer, il vous faut combien de mètres carrés, quel budget vous avez prévu, si je vois que son business plan il est bien travaillé et que je sens une maturité dans le projet, je pense qu'on peut avancer. Et c'est plus sécurisant déjà pour moi, mais ensuite je trouve que c'est aussi valorisant pour lui de pouvoir répondre à ces questions et ensuite de lui faire visiter un local. Alors, très intéressant. Du coup, ça me permet de passer à la question financement, puisque vous avez entendu, Claude a parlé business plan. Donc, vous voyez que déjà, à son niveau à elle, en tant qu'agent immobilier qui va vous présenter des locaux pour votre activité, elle vous demande déjà un business plan. Donc, quand vous arrivez pour chercher un local auprès, alors ça peut être... On n'a pas évoqué ça, comment chercher un local, mais il n'y a pas que les agents immobiliers. Par exemple, vous pouvez aller voir les mairies. Les mairies sont des très bons alliés pour l'installation d'un commerce, surtout en province. Ça peut vous aider à trouver des commerces de proximité vides ou des locaux que la mairie peut avoir aussi. Mais si vous n'avez pas déjà en amont travaillé votre projet et en étant très clair dans votre business plan,
ben, vous perdez en crédibilité. Alors, vous le ferez une fois, vous le ferez 2 fois, sauf que quand vous êtes en province, ça va se savoir, les gens vont parler et du coup, vous allez être éliminé des porteurs de projets crédibles. Donc, essayez de comprendre et d'intégrer ça. Alors, on peut se planter une fois, hein, on peut se dire « Ah mince, je suis allé voir, j'ai voulu tâter le terrain », mais vous allez voir qu'ils seront sans pitié, parce que sinon ça ne passera pas au niveau de la banque. Oui, je veux juste dire, c'est vraiment de l'accompagnement, c'est aussi dans l'intérêt du porteur de projet, parce que s'il ne passe pas le cap et qu'il n'est pas en mesure de répondre à ces questions, c'est sûr que s'il arrive chez Emmanuel, ben, il ne passera pas. Voilà, alors première étape, l'agent immobilier, deuxième étape, alors Emmanuel, c'est encore dans la hiérarchie des gens à convaincre. Alors Emmanuel, toi, comment tu le reçois, ton porteur de projet, avec le fouet? Alors, nous, on y va progressivement. Donc, moi, mon rôle, en fait, c'est vraiment d'aider le porteur de projet à sécuriser sa recherche de financement. En effet, c'est une étape cruciale. Et donc, moi, mon but, c'est vraiment de l'aider à préparer cette partie présentation du projet, hein, qui est sur le fond comme sur la forme. Aussi l'orienter vers des partenaires financiers qui vont être à l'écoute de son projet et de l'aider à vraiment se consacrer encore le temps qui lui reste à son lancement, puisque pendant que moi je travaille, le porteur de projet continue lui aussi à travailler sur d'autres étapes de financement. Et le but est de lui présenter en effet plusieurs offres pour qu'il puisse aussi choisir les offres qui font sens et qu'il puisse en effet être serein face à son choix pour choisir son partenaire bancaire. Alors, avant de pas laisser la salle poser des questions, moi je vais poser les questions qui font mal. Comme ça, ils n'auront pas à les poser. Si j'arrive pour ouvrir un coffee shop avec 10 000 €, ça passe pas? Alors, avec 10 000 €, on a un effet de levier qui n'est pas énorme, qu'on peut compléter éventuellement par quelques subventions publiques. Mais néanmoins, et voilà, on ne va pas aller très très loin, puisqu'en fait, si on raisonne en termes de plan de financement, hein, puisque je vais vous dévoiler ce mot que vous connaissez peut-être, le banquier en fait va faire la liste de vos investissements et de tous vos frais qui sont liés au projet. Donc, les investissements peuvent être, comme Aude en a parlé, l'achat du fonds de commerce, ou si vous prenez un local nu, les travaux, les équipements. Voilà, ça c'est vraiment les investissements. Mais il n'y a pas que les investissements, il y a aussi tous les frais liés au projet. Les frais, ça peut être des honoraires d'experts, mais ça peut être aussi le stock. Au début, vous allez devoir acheter du stock pour avoir votre boutique. Vous n'allez pas présenter une boutique vide. Ça peut être aussi les frais d'enregistrement pour le fonds de commerce. Ça peut être, enfin, voilà, il y a la contre-garantie de la banque, par exemple, c'est aussi un coût. Et donc, en fait, on va raisonner en montant total du projet, la somme des investissements et des frais. Et les banquiers, la plupart du temps, demandent 30% de cette somme pour pouvoir, en apport personnel, pour pouvoir accéder en fait à un emprunt. Alors, c'est vrai que si vous avez déjà géré un coffee shop avant ou déjà géré une autre affaire, ce montant peut être un petit peu minimisé de par le fait que vous avez déjà une expérience. Mais néanmoins, il faut quand même vous préparer à faire le tour des popotes. Alors, ça peut être vous, votre mari, votre famille, du crowdfunding, des aides publiques, la somme de tout qui fait qu'au final, vous allez arriver avec 30% d'apport. Voilà, alors 30%, c'est un chiffre qui peut vous paraître important, hein, mais sachez que c'est important aussi que vous le preniez en compte dès le départ, à ce stade-là où vous vous renseignez si ça vaut le coup, ça ne vaut pas le coup. Je crois que la première chose, c'est de se dire il faut avoir quand même du capital. Comme l'a dit Emmanuel, vous allez pouvoir le compléter avec un prêt d'honneur, par exemple. Hein. Aujourd'hui, il y a des réseaux qui prêtent. En France, on a beaucoup d'accompagnement à la création d'entreprises.
Et du coup, quand on est en création, on va pouvoir se faire accompagner et on se fait accompagner financièrement puisque avec le prêt d'honneur, vous allez compléter votre rapport personnel. Et là, on est en création, hein. Alors, vous avez entendu aussi d'Emmanuel, c'est que entre le porteur de projet qui n'a jamais géré un fonds de commerce, qui n'a jamais géré un commerce, qui n'a jamais été dans la restauration, ben on va plus lui demander à lui que par exemple à quelqu'un comme Élise qui aujourd'hui décide de passer d'une marque de torréfaction en digital, d'avoir un lieu et d'avoir un lieu sur lequel elle a déjà travaillé et maintenant elle va se positionner sur un lieu plus grand et indépendant, hein, si j'ai bien compris, ben vous voyez bien qu'elle va être beaucoup plus crédible pour le banquier parce qu'elle a déjà plus de 2 ans d'activité et d'activité où elle gagne de l'argent, où elle a généré du chiffre d'affaires. Voilà. Sur la reprise, est-ce qu'on a des critères comme ça? Le banquier, il vous dit il faut mettre tant sur la table. Il y a 20, 30, 40% par rapport à la valorisation d'une société ou c'est vraiment au cas par cas? Ah, mais ça va être les mêmes ratios, hein. Ça doit être pareil, hein. C'est toujours 30%, je pense. Ouais, voilà. C'est souvent 30%. Après, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que ce chiffre, il a aussi un lien avec les frais, puisque les banques ne financent pas les frais liés aux opérations. Donc, si vous trouvez par exemple un local en direct, désolé Claude, hein, mais sans agent immobilier ou quoi que ce soit, si vous, voilà, ça dépend en fait des frais de votre opération, ça peut varier. Et l'autre point, c'est qu'évidemment, le montant de l'emprunt qui est décidé, il dépend aussi de la faisabilité de votre business plan. Donc, on ne peut pas vous allouer un emprunt qui n'est pas en ligne avec un business plan. Voilà, donc c'est important. Il y a un chiffre, mais après, il y a un plan de financement et un compte de résultats qu'on va présenter. Compte de résultats prévisionnel. Alors, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là parce que c'est vrai que ça serait trop long, mais on aurait beaucoup de choses à dire. Sur la partie convaincre son banquier, à quel moment il faut venir voir un courtier quand on est... Est-ce que c'est avant le local, après le local? À quel moment du parcours créateur vous nous conseillez de venir? Justement, on aurait discuté avec Claude. En fait, nous, on se dit qu'il y a sûrement 2 étapes. C'est-à-dire qu'il y a une première étape d'échange avec un professionnel financier, pas forcément un courtier, mais ça peut être un expert comptable, ça peut être quelqu'un qui est spécialisé dans les concepts de coffee shop, où vraiment on élabore son business plan. Donc, avant d'aller voir en effet l'agent immobilier et le courtier. La deuxième étape, c'est une fois qu'on a trouvé son local, on réaffine son business plan. Et là, c'est vraiment le bon moment, avant de signer un compromis, de revenir voir le courtier pour que le courtier confirme la faisabilité du projet et l'envie de vous accompagner dans cette recherche, puisque voilà, le courtier travaille au succès. Donc, si le courtier y croit, il va jusqu'au bout avec vous. Merci Emmanuel. Je crois que c'est important du coup parce que souvent les porteurs de projets qui viennent nous voir et qui débutent les formations, on sent que vous avez tous les choses en tête plus ou moins, hein, ce qu'il va falloir faire, trouver des financements, trouver un local, réfléchir à sa clientèle, créer sa marque. Mais finalement, ce qui manque souvent, c'est un fil rouge. Et en fait, de s'adresser, je pense, à la formation et à l'accompagnement, c'est que nous, on est là pour vous donner ce fil rouge et pour vous aider étape par étape et vous dire, attendez, ne vous précipitez pas. Si vous voulez ouvrir, c'est d'abord ça, après ça, et étape par étape. Une autre chose que je voulais peut-être souligner pour que ça soit clair aussi dans l'esprit des gens, souvent on a des porteurs de projets qui nous disent « Ah, mais moi, je ne peux pas racheter un fonds de commerce. Moi, je cherche un local vide parce que ça coûte moins cher, etc. » Alors, attention aux locaux vides parce qu'on a l'impression que ça coûte moins cher au départ, mais sauf que qui dit local vide dit beaucoup d'investissement au niveau de l'aménagement.
Alors, si en plus vous prenez un local où, par exemple, vous aviez un coiffeur ou un magasin de déco et qu'il va falloir créer la cuisine, créer les toilettes, créer le système de sécurité incendie, l'accessibilité handicap, etc., le bar, etc., vous allez voir, et nous on vous le montrera, qu'au final, parfois il vaut mieux racheter un petit fonds de commerce qui est en train de péricliter, une petite peut-être sandwicherie ou un salon de thé ou un coffee shop. Et au final, vous verrez que la différence de prix, elle n'est peut-être pas si grande que ça. Et vous repartirez peut-être sur des choses plus faciles et avec de l'existant. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord peut-être, mais c'est bien de Si me je peux challenger. rajouter, il y a aussi un point sur la maîtrise des délais. Parce qu'en effet, quand on reprend un fonds de commerce, bon, une fois qu'on a eu son financement et que nos fonds sont décaissés, on est dedans, les choses commencent. Quand on fait une création, on est dépendant, tributaire de tous les maîtres d'œuvre qui vont nous accompagner dans ce projet et de la livraison des équipements, du stock. Et donc, le démarrage peut varier. Bon, c'est pour ça que nous, en tant que courtier, on négocie toujours des différés d'emprunt pour être sûr que l'emprunt n'est pas payé dès le premier mois. Mais néanmoins, voilà, il y a cet aspect délai aussi qui peut jouer. Très, très important, absolument. Écoutez, on arrive à la fin de cette table ronde, mais il nous reste quelques minutes. Est-ce que des questions dans le public, peut-être des gens qui aimeraient avoir un éclaircissement? Non, ça a été clair. Je vois des élèves qu'on a eus là. Bah non, tout est clair, vous avez fait la formation, donc vous n'avez même pas le droit de parler, vous. Hein. Non, merci beaucoup. En tous les cas, je voudrais, pour le mot de la fin, demander à chacune d'entre vous, qu'est-ce que vous donneriez comme astuce à un porteur de projet aujourd'hui qui souhaite se lancer dans le café? Émilie, tu veux commencer? Ok. Mais moi, je reprendrai ce que Élise a dit à un moment, c'est de solliciter des torréfacteurs qui font ça déjà depuis plusieurs années. Et ça permet d'avoir, et plusieurs aussi, même qu'ils soient dans votre ville ou dans une autre ville. Hein, donc n'hésitez pas, même si vous voulez me solliciter, parce que ça permet quand même d'avoir du recul sur des... Voilà, et peut-être en échangeant, éviter des erreurs. Après, il faut foncer. Allez voir les professionnels, très bien. Élise, toi, tu dirais quoi? Du coup, un peu la même chose aussi, mais plus globalement, du coup, de rester toujours très humble. On est beaucoup à arriver dans ce milieu en venant d'autre part. Et je pense que ce qui fait la différence aussi, même au niveau de la crédibilité après vis-à-vis des gens, c'est d'être capable de dire « Ok, j'y connais rien ». Et je vais aller me tourner vers les personnes et je vais prendre un maximum d'informations pour monter en compétences progressivement. Et je vais me former. Et je vais me former. Emmanuel? Moi, ce que je conseillerais, c'est de ne pas hésiter à mettre en relation les personnes qui nous accompagnent entre elles, parce que ça peut permettre de faire accélérer notre projet et d'éviter les problèmes de communication. Donc, ne pas hésiter à faire des appels avec plusieurs experts ensemble, etc. Et aussi de ne pas foncer trop vite, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas tous vos devis, vous campez et vous attendez, parce que les aléas de coûts arrivent vraiment et vous pouvez vraiment planter un lancement à cause de frais que vous n'aviez pas prévus. Donc voilà, soyez très rigoureux sur la collection des devis. Alors du coup, je vais rebondir sur le mot rigueur. Je suis désolée, mais la juriste que je suis va reprendre le dessus. Mais la rigueur, c'est très important. Donc pour moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est effectivement prenez le temps, réfléchissez bien à votre projet, à votre concept, ce que vous voulez faire. Vous avez la chance d'être accompagné par des experts, des personnes qui font des formations. Vous êtes peut-être en reconversion professionnelle. Vous avez autour de vous des personnes dont c'est le métier. Donc voilà, des personnes qui ont des expertises. Ne vous lancez pas sans avoir l'expertise d'un courtier, l'expertise d'un architecte pour vos travaux, d'un juriste pour la rédaction de vos contrats. Ça, c'est très important parce qu'à partir du moment où vous allez signer un bail commercial, dites-vous que vous allez être engagé et tout ce que vous allez signer, vous serez tenu par cet acte-là pendant 9 ans.
avec possibilité de résilier. Mais si vous faites un investissement pour vous aménager un local, ce n'est pas pour le résilier au bout de 3 ans. Donc, sachez qu'un bail commercial, vous pouvez le céder. S'il est bien négocié, c'est un avantage pour vous. Donc, moi, mon conseil, c'est la rigueur. Travaillez votre projet et faites-vous accompagner par des experts dans chacun des domaines. Ça coûte un peu, mais c'est le prix de la réussite. Eh bien, on terminera sur ce mot-là. Et puis, passion, moi, je rajouterai la passion, être passionné, parce qu'en fait, quand on a envie d'entreprendre, c'est un parcours avec beaucoup d'obstacles. Mais je crois que en tous les cas, moi, ce qui m'a apporté quand j'ai ouvert mon coffee shop, c'est la passion du café, la passion de la restauration. Et j'écoutais les gens qui me disaient « oui, c'est compliqué, c'est dur ». Mais en fait, plus on parle avec les gens, plus on se rassure et plus ça devient clair pour nous. Et si la passion nous porte, eh ben, je crois qu'on peut tous y arriver. En tous les cas, merci beaucoup. Merci à tous et je vous dis à très bientôt et maintenant à l'année prochaine.